Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonsoir. On se retrouve pour cette quotidienne du 10 mars 2025. Il est actuellement 19h30 lorsque j'enregistre cette vidéo. Et malgré le fond derrière moi, vous pouvez le voir, je suis à Singapour, place paradis fiscal. Eh bien, ce n'est pas du tout dans le thème de la vidéo, puisqu'on est même à l'opposé. Si vous n'habitez pas dans une grotte, vous le savez, les marchés corrigent et ne cessent de corriger au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça, c'est dû à l'incertitude grandissante. On va faire un petit récap des derniers jours de tout ce qui s'est passé dans l'actualité sur les marchés et sur les crypto-monnaies. Et ça sera suivi par une analyse technique. On va discuter de manière plus claire, plus précise de quels sont les points à ne absolument pas perdre et donc les scénarios possibles et très concrètement les actions qu'on va mettre en place au sein du groupe Versatile, puisque vous le savez, les corrections sont des opportunités pour nous. Tout d'abord, un petit message pour YouTube, hein. Je vous rappelle, vous êtes toujours 88% à nous regarder sans être abonné. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive YouTube? N'hésitez pas à appuyer sur sur le petit bouton s'abonner, tout simplement, puisque ça nous aide fortement. N'hésitez pas également à rejoindre la communauté Versatile, la plateforme. Vous pouvez avoir accès à tous les points hebdomadaires, à nos wallets, à toutes les masterclass et à plein d'autres choses, les challenges de la communauté, etc. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de la chaîne en avant-première. Donc, eh bien, vous l'avez vu, hein, les marchés corrigent. On commence tout de suite par les news macroéconomiques, hein. The Cobis Letter qui nous rapporte ici que le Nasdaq 100 a officiellement terminé une streak, donc une série de 497 jours au-dessus de sa moyenne mobile 200 en journalier, bien évidemment, puisque on l'a vu au sein du point hebdo pour la communauté versatile, dans oui, le point hebdomadaire d'hier, que le Nasdaq a clôturé officiellement en journalier sous sa moyenne mobile 200. Donc voilà, hein, historiquement, vous le savez, quels sont les points supports, hein, surtout la communauté versatile. Clôture en dessous de la moyenne mobile 200 en journalier et en dessous de la moyenne mobile 50 en weekly. On va voir que là, le début de semaine s'engage très très mal. Mais si on a ces deux clôtures-là, généralement, ça sent très très mauvais. Donc voilà, hein, The Cobis Letter qui nous donne quand même un petit peu de news, un petit peu un prisme de lecture un petit peu bullish ou optimiste de ce côté-là, puisqu'il nous dit que à chaque fois que l'index clôture sous cette moyenne mobile 200 en journalier, après un long run, et que dans les 2 semaines qui suivent cette clôture, il fait moins 3,5%, un bear market follow. En gros, il nous explique que lors des 2 prochaines semaines, si on reste dans cette range au-dessus de cette fenêtre de 3,5% de correction supplémentaire, on devrait pouvoir s'en sortir. Pour être 100% honnête, je n'y crois absolument pas, hein. Si on casse, et j'ai été très clair avec la communauté versatile de ce côté-là, si on casse la moyenne mobile 200, et c'est le cas en journalier du côté du Nasdaq, et surtout la 50 du côté hebdomadaire, c'est terminé. On retourne en bas eh bien, en bas du canal, enfin, en bas du canal haussier qui est actuellement en cours sur le Nasdaq. On en a déjà parlé. Et vous le savez, si les marchés corrigent, hein, on en a parlé pas mal, notamment au sein de la communauté versatile, dans les points hebdo, c'est bien à cause de l'incertitude et une news qui nous est rapportée ici par Walter Bloomberg, qui vient justement alimenter une fois de plus toutes ces notions d'incertitude autour des tarifs, autour des guerres, autour de la macroéconomie et de la géopolitique. Walter Bloomberg qui nous rapporte effectivement qu'il y a 51% de chances qu'on ait un US government shutdown en 2025. Donc voilà, une paralysie au sein du gouvernement US d'après les market Kalshi. Donc voilà, ça rajoute à l'incertitude et vous le savez, c'est à cause de toute cette incertitude que les marchés détestent. C'est même pas forcément à cause des mauvaises news, hein. Franchement, très clairement, c'est plutôt à cause effectivement de l'incertitude, hein. Si on avait des mauvaises news, que les tarifs étaient actés, etc., les marchés feraient ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire anticiper le moyen et le long terme. Chose qui n'est pas absolument pas le cas dans cette période d'incertitude, justement. Pourquoi est-ce que le SP 500 et particulièrement le Nasdaq sont tirés à la baisse? Puisque, bien évidemment, les Magnificent Seven souffrent en 2025. Voilà, tout simplement. Et je crois que même voilà, dans le post suivant, et on fera un petit screening des actions tout à l'heure, si vous le voulez, des Magnificent Seven ou d'une partie des Magnificent Seven dans l'analyse technique pour voir un petit peu les corrections depuis leur top local. Quoi qu'il en soit, uniquement sur la journée d'aujourd'hui, hein, les technologies stocks, bon bah voilà, hein, ont été effacées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ensemble, 3 trillions de dollars depuis les récents points hauts. D'accord? Donc, 3 trillions de dollars, c'est plus que l'ensemble de la capitalisation du marché crypto-monnaie à l'heure actuelle. D'accord? 3 000 milliards de dollars. MicroStrategy, moins 14% sur la journée d'aujourd'hui. Tesla, moins 8%. Palantir, moins 7%. Google, moins 5%. Meta, moins 4%. Nvidia, moins 4%. Amazon, moins 3%. Netflix, moins 3%. Et ça, c'était cet après-midi à 3h30.
Rappelez-vous, quelque chose d'important, les États-Unis, pendant les 3 prochaines semaines, les marchés américains seront ouverts à 14h30 puisqu'ils ont changé d'heure et nous, pas encore. Donc voilà, 1 heure d'ouverture, de plus le matin. Enfin, plus tôt le matin, plutôt, pas de plus, puisque ça va fermer 1 heure plus tôt le soir, effectivement. Rajout à toute cette incertitude, hein, la Russie, la Chine et l'Iran, avec lesquels les États-Unis sont en potentiel bif pour l'instant, ont conduit des exercices militaires communs ensemble dans le port de Chabar en Iran. Donc voilà, hein, pas de news politique plus que ça, mais ça rajoute une fois de plus à l'incertitude actuelle sur les marchés et en géopolitique. Le secrétaire de l'énergie, ça c'est un news un peu plus bullish qui pourrait nous donner un petit peu une vision un peu plus optimiste à court terme et à moyen terme. Le secrétaire de l'énergie aux États-Unis dit qu'il est possible que Trump donc annule carrément, retire les tarifs eh bien, sur le pétrole canadien à partir d'avril. Tout simplement, du grain à moudre du côté de Nicolas Chéron pour les baissiers. En bleu, la performance moyenne du SP 500 les années post-élection américaine. En rouge, le début d'année. Voilà. C'est vrai qu'à court terme, il y a quelque chose qui est assez important à noter, on le verra dans l'analyse technique. À court terme, on est actuellement en territoire survendu et on commence même à entrer dans des territoires qui sont vraiment extrêmement survendus. Donc on peut s'attendre à un rebond court terme. En revanche, c'est vrai qu'à moyen et long terme, on a quand même, et on va le voir dans l'analyse technique, je vous l'ai dit, on a encore de la marge eh bien, pour continuer cette correction. Toujours Nicolas Chéron, constat du début de la semaine, c'est un tweet de ce matin. Facteur négatif, mauvais chiffre en Chine, tension sur les taux du Japon, tension Canada-US et US-Mexique également. Le Bitcoin qui a perdu 10% dimanche, donc on a eu un gap CME, on a eu une ouverture avec un gap CME de quasiment 5 000 $, il me semble. Aversion au risque à l'ouverture, néanmoins, réaction positive des futurs US dans les premiers échanges, on va voir que ça a été complètement gommé. Réaction du Bitcoin sur les 80 000, ça a été gommé également. Futur solide en Europe, ça s'est matérialisé. Pessimisme ambiant, support SP 500 touché vendredi, ça c'est bien vrai, il va falloir rester bien au-dessus. Saisonnalité positive, conclusion, ne pas vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué. De la peur peut naître un rebond. Stock picking en Europe, toujours d'actualité pour lui, voilà, tout simplement. On passe tout de suite sur les news crypto-monnaies. Les news crypto-monnaies qui sont incroyables, hein, la saisonnalité qui était positive, toute la macroéconomie qui est orientée dans le bon sens. En revanche, il y a un layer, il y a une couche supérieure au-dessus de la macroéconomie de laquelle dépend tout le reste, notamment les crypto-monnaies, notamment la macroéconomie, c'est la géopolitique. Donc voilà, tout a beau être orienté dans le bon sens, la géopolitique et l'incertitude sur les marchés eh bien, nous donnent des corrections majeures, notamment du côté des crypto-monnaies. Et vous le voyez ici sur cette charte pardon, de liquidation, qu'il y a eu plus de liquidation sur les derniers jours que eh bien, sur le scam de FTX, sur la chute, la collapse de FTX. C'est assez incroyable, hein, même en le disant là, je trouve ça complètement dingue, puisque la chute de FTX nous avait mis le clou, enfoncé le clou final dans le cercueil concernant le bear market du cycle précédent. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très très dur. Je me rappelle à l'époque, on avait énormément de pessimisme sur les marchés, beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Là, il n'y a eu rien de tout ça et on a quand même eu plus de liquidation que le moment où FTX a collapsé. Et en revanche, de son côté, Michael Saylor, qui arrive avec son slip sur la tête et qui nous dit Stratégie dépose une offre pour émettre jusqu'à 21 milliards en actions privilégiées afin d'accumuler du Bitcoin. Voilà. MicroStrategy n'a acheté aucun BTC entre le 3 et le 9 mars 2025, hein, chose à noter. Mais voilà, lui qui est toujours, pour l'instant, extrêmement bullish, qui veut toujours accumuler des bitcoins, qui veut émettre voilà, tout simplement 21 milliards d'actions pour acheter toujours plus de bitcoins. Je tiens à vraiment vous alerter sur le fait que Michael Saylor et MicroStrategy, ou qui est maintenant Stratégie d'ailleurs, détiennent énormément de bitcoins, si je ne dis pas de bêtises, hein, un peu plus de 200 000, je crois, donc 1% de la supply. Et eux, ils pourraient vraiment, si on arrive à atteindre le point où pour eux ça devient compliqué, où il va falloir déboucler des positions pour rembourser des actions, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Asher sur ce sujet, c'est extrêmement intéressant. Là, on pourrait basculer dans un bear market vraiment hyper cataclysmique, hyper important, hein. Eux, ils pourraient vraiment, ça pourrait être un FTX bis ou même bien plus gros qu'FTX, hein. Voilà, donc je ne sais plus le point, le prix bascule, où est-ce qu'il se situe. Il doit se situer aux alentours des 60 000 $ si je ne dis pas de bêtises. Donc on est encore bien au-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, hein. Une stratégie, c'est du levier sur sur du levier sur du levier. Donc voilà. Kobe Sileter qui nous rapporte que Bitcoin a officiellement passé de retour sous les 80 000 $, moins 27% depuis son ATH, et que le rallye après la US Strategic Reserve
a été complètement effacé, tout simplement. Voilà, Binance va permettre aux utilisateurs de voter sur ces listings de tokens. Rapporté par CryptoGoku, Binance souhaite revisiter son processus de listing de tokens en introduisant des mécanismes de vote axés sur la communauté qui permettent aux utilisateurs de décider quels jetons sont répertoriés ou sont supprimés. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien. Franchement, j'ai été assez surpris de voir Binance se placer de ce côté-là, puisque usuellement, hein, si vous ne le savez pas, pour qu'un projet soit listé sur une plateforme, généralement, il faut qu'il y ait d'une part de l'attraction sur ce projet, un bon marketing, mais surtout que le projet paye un droit de listing qui peut être extrêmement élevé, hein, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire pour les plus gros échangeurs, de plusieurs millions de dollars. D'accord? Quelque chose qui est donc un petit peu un pay to win, puisque au moment où vous êtes listé sur un gros exchange, effectivement, vous avez accès à beaucoup plus de retail, plutôt que si vous êtes juste sur des échangeurs décentralisés et que on peut vous acquérir que via des wallets non custodiales, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien, extrêmement bénéfique pour l'écosystème, pour la décentralisation. Voilà, je pense que c'est une bonne news de ce côté-là. News qui est paru aujourd'hui, qui est aussi bullish, qui rajoute un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, des news macroéconomiques qui sont excellentes du côté des crypto-monnaies, des fondamentaux qui sont de plus en plus positifs et qui s'accumulent, malgré tout, la géopolitique qui vient nous plomber tout ça. Mais on a la deuxième ou la première plus grosse banque espagnole, je crois que c'est la deuxième, qui a reçu un approval, donc une autorisation eh bien, pour offrir le trading tout simplement sur Bitcoin et sur ETH. Donc ça, c'est top. Vous le savez, hein, mais c'est une news sur laquelle je voulais repasser très rapidement, hein, dans la nuit de jeudi à dimanche dernier, de jeudi à vendredi dernier, pardon. Donald Trump a signé un décret créant officiellement une réserve stratégique en Bitcoin. C'est quelque chose qui est historique dans la mesure où les États-Unis ont quand même été pendant longtemps farouchement opposés à la plupart des crypto-monnaies, à l'écosystème crypto-monnaie, notamment du côté de la SEC avec Gary Gensler. Et on se demande si, en voyant tous les récents événements, on ne le regrette pas un petit peu, mais notamment vis-à-vis d'une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, une fois de plus, d'un point de vue macro, c'est incroyable. D'un point de vue géopolitique, ça nous plombe tout le reste, bien évidemment, mais à un moment ou à un autre, ça sera pricé correctement par les marchés. Gardez ça à l'esprit. Si ce n'est pas sur ce cycle, ça sera sur le prochain. Quoi qu'il en soit, c'est historique, c'est officiel. Les États-Unis constituent une réserve stratégique en Bitcoin dans un premier temps et elle sera fournie, elle sera constituée plutôt des bitcoins qui ont été saisis par la justice et qui ne seront pas vendus. Donc voilà, il y aura un audit, mais ça serait a priori quelques 200 000 bitcoins. On a Dave the Wave, je vous ai déjà parlé de cet individu et de ce trader qui ne se trompe que très rarement et qui nous dit ici Bitcoin ugly but not catastrophique. Donc c'est moche, mais c'est pas catastrophique, effectivement. Pullback sur les 0,382 du retracement de Fibonacci. Et c'est assez curieux hein, parce qu'on a effectivement, bon, on a de la correction sur Bitcoin, hein, mais vis-à-vis de la correction qu'on a sur les marchés traditionnels, notamment sur le Nasdaq, sur lequel Bitcoin est très corrélé, le marché des crypto-monnaies est très corrélé, on a quand même Bitcoin et les crypto-monnaies qui tiennent certaines zones support qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, on a Bitcoin qui est de retour sur ses 0,382, qui évolue dans un triangle de compression ici. Donc voilà, à un moment donné, il va en sortir. Je crois que Dave the Wave avait plutôt call ça du côté du mois d'avril, sachant qu'en plus de ça, on l'a pas sur ce chart ici, mais on a aussi la moyenne mobile à un an ici, qui est assez importante, 365 jours, qui est en train de remonter, sur lequel le cours va faire un potentiel pullback incessamment sous peu. Du côté des chiffres macroéconomiques cette semaine, c'est mercredi que j'ai envie de vous dire tout va se jouer et que eh bien, la direction que va prendre le marché, bien évidemment, si on n'a pas une dégradation de la géopolitique en plus de ça, on aura globalement la direction que les marchés vont prendre pour la fin de semaine, ce mercredi 12, puisqu'on a l'inflation CPI qui sera publiée à 1h30, voilà, dû au changement d'heure du côté des États-Unis. C'est plus 14h30 pendant les 3 prochaines semaines, je vous l'ai dit. Donc cette inflation, elle sera attendue à 3,2% et en mois sur mois à 0,3%, je vous le rappelle. Si on passe du côté de Trueflation, on a l'effet de base qui est extrêmement favorable. On a 1,39% et ça va durer jusqu'à fin mai. Ça se retranscrira dans les chiffres du mois prochain et jusqu'aux chiffres de fin juin. Voilà, on passe tout de suite sur l'analyse technique et là, vous allez voir que c'est extrêmement dégradé puisqu'on a un Nasdaq qui est à moins 4% à l'heure où je vous parle, 19h52 à peu près. Là, tout de suite, dans la configuration dans laquelle on est. Je vous le rappelle très rapidement, on a ce canal ascendant parallèle sur lequel on était allé toper en haut et je vous en avais déjà parlé, hein, je vous avais dit qu'on partait d'en bas, on allait ranger au milieu, en haut, ranger au milieu, en bas, ranger au milieu, en haut. Ranger au milieu peut-être, repartir, je ne sais pas, peut-être en bas. On a quand même la moyenne mobile 200 en weekly qu'on passe que très rarement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, on est en train de casser cette moyenne mobile 50 en weekly ici. Ça, c'est une moyenne mobile qui est extrêmement importante.
Eh bien, j'ai été très clair et j'ai communiqué avec Nassim là-dessus concernant la communauté Versatile. Et vous le savez, vous avez accès à cette quotidienne sur Versatile un jour plus tôt. Vous le savez, quelles seront nos actions si jamais on a cette clôture en dessous de la moyenne mobile 50 en weekly, puisque ça veut aussi dire qu'on a bah, une cassure de la moyenne mobile 200 en journalier qu'on a eu déjà eh bien, il y a 3 jours, hein. Donc le jeudi, voilà, le jeudi 6 mars, on a cassé cette moyenne mobile 200. Alors je vous l'ai dit, hein, notamment hier dans le point hebdomadaire. En journalier, actuellement, on est dans des territoires survendus, qu'on soit au niveau du MACD ou au niveau du RSI, hein. Au niveau du RSI, ici, c'est clair, c'est net, c'est zone de survente, c'est zone potentielle de recharge. En revanche, si on se place, donc ça nous laisse dire qu'il y aura potentiellement un rebond en journalier incessamment sous peu. Par contre, si on se place en weekly, effectivement, vous le voyez, du côté du MACD, on a cette inflexion-là qui est en train de s'amorcer. Mais vous voyez qu'on peut descendre très bas ici lors des zones vraiment correctives, hein. Donc voilà, en weekly, on peut vraiment corriger bien plus profond. Et du côté du RSI, c'est exactement la même chose. On a encore de la marge. Là, on est actuellement aux alentours des 40. On peut aller chercher largement les zones de survente en dessous des 30. Ce qui m'amène à me dire qu'il y aura potentiellement, si clôture en weekly en dessous de cette moyenne mobile 50 du côté du Nasdaq, une correction beaucoup plus profonde à moyen, long terme. Et vous voyez que depuis les ATH, on est à moins 12%. Un retour à la moyenne mobile 200 nous ferait un moins 30%. Voilà, vous savez, pour la communauté versatile, vous avez accès à nos wallets. Vous savez que je détiens du Nasdaq en levier 2 du côté des ETF dans le PEA. Et vous savez ce que j'en ferais si on clôture sous cette moyenne mobile 50 en weekly. Du côté du SP500, c'est exactement la même chose. On casse ce falling wedge. Le retracement 1 pour 1 à moyen long terme, il se situe à 4100 $. Si on prend depuis la TH, d'ici ça peut faire loin, hein, mais si on prend depuis la TH, eh bien ça nous fait moins 33%. Moins 33%, les amis, juste pour qu'on soit assez clair de ce côté-là, si on prend cette correction-là de mèche à mèche, on a eu moins 27%. D'accord? Donc peut-être qu'on va front-run ici voilà, cette target, mais juste un retour, entre guillemets, juste un retour à la moyenne mobile 200, puisque vous pouvez le voir ici, hein, quand on commence à voilà, corriger, on retourne pullback généralement sur la moyenne mobile 200. Allez, si elle continue à monter, durant les prochaines semaines, on pourrait avoir un pullback, un retracement de minimum moins 20, moins 21, moins 22% du côté du SP500. Cassure du falling wedge, du côté du SP500 également cassure en weekly de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Vous le savez, c'est exactement la même chose que sur le Nasdaq. Le point d'inflexion commence à peine, entre guillemets, du côté du MACD. Du côté du RSI, on est encore plus haut que pour le Nasdaq, hein, d'accord? Donc là, on peut aller chercher en weekly bien plus bas. En revanche, si on se place en journalier, c'est la même chose. On est dans des zones de survente extrême, donc rebond potentiel dans les prochains jours, voire semaines. En tout cas, rebond potentiel à court terme. Et je voulais vous montrer les actions, puisque vous le savez, c'est fortement drivé par eh bien voilà, hein, les Magnificent Seven. Hop, si on prend Amazon par exemple, depuis la TH, on est déjà à moins 20% sur Amazon, hein. Donc voilà, cassure de la moyenne mobile 50 en weekly sur Amazon également. Si on prend Google, c'est la même chose. Les Magnificent Seven qui sont extrêmement dégradés, qui sont tributaires de toutes ces histoires de tarifs, de l'incertitude et de toute la géopolitique, hein, tout simplement. On a Meta qui est resté assez fort sur cette tendance haussière, mais qui finalement s'est retourné également, qui a toujours pas cassé sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, donc qui a quand même un peu plus de momentum que les autres Magnificent Seven. En revanche, effectivement, on a quand même une correction de moins 20% là depuis l'ATH et Microsoft qui nous fait et Microsoft qui nous fait globalement la même chose, moins 20%. Donc voilà, grosso modo, je ne vais pas toutes vous les passer, mais les Magnificent Seven qui sont extrêmement dégradés. Tesla qui nous fait depuis son ATH moins 54%. Donc Tesla, voilà, c'est une crypto-monnaie, hein. Nvidia qui nous fait depuis son ATH également. Donc vous voyez toujours mon premier achat là, moins 30%, cassure de la MM50 en hebdomadaire. Concernant la communauté versatile, je m'adresse à vous, vous aurez le signal de mon deuxième achat, puisque vous le savez, je vous l'avais dit, hein, dans le post, que c'était une première cartouche ici de ce côté-là. Je le rechargerai très probablement du côté de Nvidia. Eh bien, je ne vais pas donner le signal. Puisque cette vidéo ira sur YouTube. Si vous voulez avoir le signal, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme, c'est 100% gratuit. Du côté des crypto-monnaies, je vais simplement vous passer Bitcoin USD, puisque je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Là, le support à ne pas lâcher pour Bitcoin de ce côté-là, il est extrêmement simple. Il n'y a pas péril en la demeure, comme Dave The Wave l'a dit, mais on commence à être très proche de cette moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Il va pas falloir clôturer en dessous. Voilà, c'est simple, elle est à 75 600. On a une clôture sous la moyenne mobile 50 en hebdomadaire.
vous voyez qu'on n'est jamais passé en dessous, hein. Pendant tout le cycle haussier, on est passé en dessous en mèche, mais jamais clôturé en dessous. Et si on prend le cycle précédent, à partir du moment, c'est exactement comme pour les indices, pour la communauté versatile, on a fait l'analyse hier. Vous voyez que lorsqu'on casse la moyenne mobile 50 en hebdomadaire sur Bitcoin également, on la casse, on la teste en résistance et voilà, bear market, d'accord? Donc s'il y a un support ultime à ne pas casser du côté de Bitcoin là dans l'immédiat, ça va être la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. On ne veut absolument pas la voir cassée. Et vous voyez bien qu'à moyen terme, les indicateurs techniques nous montrent exactement la même chose que pour les indices traditionnels, notamment pour eh bien, le Nasdaq et le SP 500. C'est assez clair, il y a encore de la marge pour corriger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, honnêtement, je vous le dis, je vous le répète, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, du côté des marchés et des crypto-monnaies, c'est la même chose, c'est la même chanson. La macroéconomie est extrêmement bien orientée, on va probablement avoir l'inflation qui va baisser, on a le chômage qui était globalement dans les clous avec une légère augmentation, donc baisse des taux, liquidité qui revient dans le marché, etc. Malheureusement, la géopolitique est en train eh bien, de nous plomber ce cycle. Il y a peut-être un monde, je ne sais pas, là, je vais vraiment vous donner une hypothèse un petit exotique. Il y a peut-être un monde où on se fait un flash bear market, entre guillemets, euh, c'est-à-dire pendant là les prochains mois jusqu'à la fin de l'année et à la fin de l'année, puisque vous le savez, le cycle devrait se terminer aux alentours du 20 octobre, normalement à la base, hein, si on devait avoir un cycle haussier traditionnel. Est-ce qu'on n'entrerait pas dans un flash bear market et on repartirait plutôt à la fin de l'année quand tout ça sera calmé, quand tout ça sera posé, quand voilà, tout simplement Donald Trump cessera de faire n'importe quoi du côté de la géopolitique et qu'il aura apaisé les tensions avec tous les pays, qu'il aura éteint tous les feux qu'il est en train d'allumer. Voilà. Peut-être vous passez Ethereum très rapidement, qui est extrêmement dégradé. Ethereum qui a cassé son support des 2000 $. Là, ça va être extrêmement compliqué, hein. Voilà, pour mes Ethereum holders, eh bien, on n'est pas ensemble puisqu'on ne détient pas d'Ethereum dans notre wallet. Mais là, le prochain support se situe plus bas, effectivement, au niveau des 1500 $. Mais vous voyez, là, on est dans un setup qui est extrêmement dégradé. Et ce qui est étonnant avec Ethereum, c'est que on a eu zéro performance ce cycle et donc on est dans des zones de survente bien plus tôt que pour BTC, forcément. Combien de temps on va rester dans ces zones de survente? Combien de temps on va rester dans cette extrême peur? Combien de temps les gens vont décharger? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Les crypto toto qui sont extrêmement dégradés en weekly, on casse les moyennes mobiles 50 un peu partout. Crypto Total 3, Crypto Total. Je vous le dis, la bougie qu'on a actuellement, c'est une bougie weekly. On est lundi, donc il va falloir voir vendredi soir. Mais il va falloir se rattraper très rapidement. Et pour BTC et pour les indices, ne pas casser en weekly, clôturer sous cette moyenne mobile 50. Autrement, c'est direction la cave. On tire le rideau. On fera très probablement, si c'est le cas, un live d'urgence ou un point d'urgence d'arbitrage, hein. Vous le savez très bien, hein, que je vais arbitrer certaines choses à ce moment-là. Du côté de la communauté versatile sur la plateforme, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, eh bien voilà, hein, il y a des points de DCA assez intéressants. Continuez à accumuler, vous le savez, on continue à accumuler notamment du MSCI World, hein, puisque on a sur les retracements comme ça, c'est assez intéressant par rapport au long terme. Mais voilà, tout simplement, je vous ai donné les points qu'il fallait pas perdre. Donc, scruter une chose, c'est moyenne mobile 50 en hebdomadaire, c'est extrêmement important. Je pense que la vidéo a été assez longue, peut-être un petit peu fouillie, je m'en excuse. Je sors d'un week-end assez animé, donc voilà, un petit peu fatigué, mais je tenais à honorer vraiment cette quotidienne puisque ça faisait justement un petit moment qu'on n'en avait pas fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit. Moi, je vous dis à demain, faites attention à vous. Bonne soirée, ciao, ciao.